Tu sais, euh, aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler d'un sujet qu'on parle, mais un peu, quelquefois en surface. Tu sais, le moment où le diagnostic arrive, et c'est comme un espèce de couperet qui arrive comme un silence, en fait. Et il y a des mots qui, quelquefois, changent toute une vie. Pas pas parce qu'ils sont violents, mais à l'intérieur, par contre, ils peuvent l'être, vraiment. Parce qu'il manque quelquefois une ligne entre ce que tu as ressenti, ce qu'on va te dire, et quelquefois, il y a une espèce de flou, tu vois, qui vient se mettre. Et pour moi, ce mot, eh ben, c'est très simple, c'était le mot cancer. Pas une fois, deux. Et puis après, deux cancers. Puis après, ce chiffre, phase 4. Sur le moment, j'ai entendu ces mots. Mais je crois que ce moment où j'ai entendu phase 4, euh, ça avait fait comme un petit court-circuit à l'intérieur, comme si j'étais déjà sortie de ce corps en train d'observer et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ce qui est très bizarre quand on t'annonce ça, c'est que à l'extérieur, tout continue. Vraiment, tout continue. J'avais fait cette vidéo sur les rêves où j'avais parlé de ce rêve un peu intuitif, ou peu importe comment on peut l'appeler. C'est pas très important. Et tu sors de là et tu vois que les voitures continuent à rouler, les gens rient, et toi, tu as l'impression que le monde entier s'arrête. C'est comme si le temps, il se pliait un petit peu en deux, le avant et l'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo. C'est vraiment pour te parler de... C'est pas pour te raconter ma vie, hein. C'est vraiment pour que ça serve à des personnes qui ont vécu ça et quelquefois on met des mots M-A-U-X, mais les mots, on te met des mots M-O-T-S, pardon, mais les mots M-A-U-X que tu vis à l'intérieur, c'est comme des deuils qui sont petit à petit en fait. Moi j'avais 37 ans, deux enfants, ils sont toujours là. Une vie bien remplie, bien rythmée, hein, où là, il n'y a pas un petit moment tu sais, où tu te dis, oh, je suis en pause, je me pose. Et d'un coup, ce corps que tu croyais, que moi, en tout cas, je croyais connaître, ça devient complètement un territoire inconnu. Chaque miroir, ça devient vraiment une épreuve. Je t'explique comment moi, ça s'est passé. Peut-être que toi, qui es en train d'écouter ça, c'est peut-être la femme de ta vie qui a connu ça, ta maman, une tante, une cousine, j'en sais rien, ta meilleure amie. Et quelquefois, nous, enfin, en tout cas, les personnes qui ont vécu ça, il y a eu un diagnostic. Ça passe déjà par des espèces d'échéances, cette mammo, la biopsie, et tu dois attendre, et tu dois encore attendre, et tu dois toujours attendre. Et quelquefois, l'autre côté, en tout cas, les gens qui vivent pas ça à l'intérieur, ils se rendent pas compte que le temps est très long, mais extrêmement long. Euh, et puis il y a des choses qui se passent où tu as un appel d'un secrétariat et qui te disent, OK, vous pouvez venir maintenant. Alors que normalement, tu mets 6 mois à avoir un rendez-vous. Tu te dis, OK. J'y suis allée à ce rendez-vous avec ma petite fille qui avait 22 mois et qui disait dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout simplement. Et puis je suis arrivée devant cette jeune femme, une jeune gynéco, qui attendait, euh, qui attendait un événement parce qu'elle était enceinte. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est tous les mécanismes qui sont à l'intérieur à ce moment-là. Les mécanismes de contrôle, les mécanismes de contrôle pour tenir en tout cas forte et d'être là et d'écouter cette espèce de couperet qui arrive et tu te dis, ah, mais non, bah si. Et après, moi, j'avais besoin de comprendre comment ça se passait. Donc, c'est ce qu'on m'a dit à moi, hein, mais après, je sais pas comment toi, tu as vécu ça. Ok, comité du sein. Il y a deux hôpitaux, lequel tu choisis? J'ai juste respiré à ce moment-là, j'ai choisi celui-ci parce que c'est celui qui résonnait avec moi, en tout cas à ce moment-là. Et je ne me suis pas trompée, je suis très contente d'avoir été soignée dans cet établissement. Et à un moment, tu es posé là, et quand tu ressors, il y a une espèce de fracture à l'intérieur, et tu te dis, mais non, mais putain, c'est pas possible, quoi. Et puis tu as un réflexe d'être après ton conjoint ou la personne qui t'accompagne pendant cette vie, en tout cas, et cette petite fille qu'il faut rassurer, mais qui est pas complètement débile parce que après le temps permet de voir dans le transgénérationnel que ce qu'on ne dit pas se transmet.
des peurs. Et puis, tout doucement, les choses arrivent. Tout doucement. Ça paraît très doux, mais ça l'est pas. Et puis, il y a des formes qui commencent à changer. Et lors de ce comité du sein, par exemple, où il y a plein de médecins autour de moi, où j'essaie de poser des questions, mais j'ai l'impression qu'ils parleraient chinois. Pour moi, ça me donne la même chose. Et pourtant, ils étaient extrêmement bienveillants. Tout devient une épreuve. Et après, il faut l'annoncer à la famille. Il faut l'annoncer à nos enfants. Ma fille avait 7 ans et demi, la grande. Comment j'annonce ça? Est-ce que je dis le mot cancer? Comment je le dis? Comment je le dis à ma maman? Comment je le dis à mes sœurs? Comment je le dis aux gens que j'aime? Parce que tout ça, en général, on en parle peu. Et ça fait partie de la communication aussi dans le transgénérationnel. Tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qu'on garde à l'intérieur qui peut quelquefois nous empêcher de guérir. Parce qu'on veut se battre pour les gens qu'on aime. Et en fait, on ne se bat pas pour soi finalement, inconsciemment. Et dans tout ça, il y a une peur. Euh, Vraiment, il y a vraiment des peurs en tout cas qui arrivent. Et il y a une immense honte silencieuse qui arrive. Pas parce qu'on est malade, pas parce qu'on nous dit, OK, tu es malade. Mais comment je vais faire pour vivre avec ça? Comment ça se passe? Et malgré tout, j'ai posé des questions. Parce que après, on demande, est-ce qu'il y en a eu dans la famille? Non. OK. Même une grand-mère, enfin, une sœur, une tante? Non. OK. Et puis, c'est ce qui m'a permis de cheminer, en fait, depuis toutes ces années, euh, pour comprendre. Oui, il y a le côté scientifique, mais il y a tout le côté de notre intelligence émotionnelle, de notre intuition, de l'intention qu'on va mettre aussi vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, comment on va le dire. Parce que à ce moment-là, c'est un mécanisme de défense qu'on a tous qui se nomme l'envahisseur envahi. On est envahi vraiment d'une vague émotionnelle et de mots qui viennent très vite. Et du coup, on pourrait envahir l'autre ou alors se mettre dans le silence, comme une espèce de mutisme. Et quand on arrive dans ces diagnostics qui sont extrêmement violents, ça peut être une autre maladie, hein. Mais souvent, ce qui va nous diriger, c'est la peur. Et comme je viens de te le dire, une espèce de honte, une espèce de pudeur, parce qu'on dit que chez nous, on dit pas les choses, on dit pas ce qu'on ressent. Et, et du coup, on sait plus comment regarder, comment être regardé, comment regarder les autres. Parce qu'après, il y a plein d'étapes qui arrivent. Il y a les cheveux qui tombent, il y a la forme du corps qui change. Moi, j'ai pris 27 kilos. Il y a une espèce d'énergie qui disparaît, une espèce de solitude aussi qui peut arriver dans notre entourage. Et souvent, ce qui vient se glisser là, c'est une solitude. La solitude au milieu du monde. Parce que il y a le regard des autres, mais quand on le vit au plus profond de ses tripes, et tu sais, il y a ceux qui disent, qui essayent de te rassurer, mais finalement, ils essaient de se rassurer eux-mêmes. T'as ceux qui pleurent, parce qu'ils sont très touchés. Et toi, tu essayes de garder face en disant non, mais t'inquiète, ça va aller. Mais au fond, ça va pas du tout. Il y a des personnes peut-être qui t'ont dit, ou que toi, tu as dit peut-être à ces personnes-là, hein. Il n'y a aucun espace de jugement, hein. C'est, mais tu sais, ça se soigne bien maintenant. Il y a plein de femmes. Moi, j'ai ma copine qui a été touchée ça par ça. Et puis ma tante, elle a eu ça aussi. Mais tu sais, elle est toujours vivante, donc t'inquiète. Moi, j'ai une amie, elle a eu la même chose, mais elle s'en est sortie. Tu dis rien. Et quelquefois, tu souris. Vraiment. Tu dis merci. Mais à l'intérieur, ça hurle de peur, de d'ignorance, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, de contrôle. Et c'est vraiment le contrôle, hein, qui vient se jouer souvent à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, t'as pas besoin d'être rassuré. T'as pas besoin d'être entendu. Et autour de toi, ce monde projette leur peur, leur impuissance, leur histoire. Et toi, tu apprends à naviguer dans cette espèce de flot artistique et qui paraît artistique, mais qui l'est pas du tout. Parce que notre corps, il a une mémoire. Je pourrais te parler des cellules, le pont entre la science et l'invisible, le corps, la mémoire. Je pourrais te parler de tout ça, vraiment. En tant que professionnel, je pourrais. Mais j'ai pas envie de ça, forcément. Mais je pourrais aussi te parler, et te dire tout ce que j'ai observé en profondeur, vraiment. La médecine va parler de génétique. Moi, ce que j'ai vu, c'est la mémoire. Pas celle de mon cerveau, celle du corps.
celle qui porte ce qu'on n'a pas dit, celle qui n'a pas su prendre sa place, ou qui l'a pris avec force, avec résilience, en mode guerrière tout le temps. Et la science aujourd'hui le prouve encore. Ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on respire, on va le transpirer. La peur, la colère, la honte, va modifier quelquefois même notre biologie. Ben, je vais pas te redire, ça s'appelle l'épigénétique. Si tu as déjà vu des vidéos là-dessus, tu as déjà dû entendre parler de ça. Mais souvent, dans le transgénérationnel, ça saute d'une génération et il y a une génération, des générations qui ne sont pas exprimées et qui vont venir s'exprimer dans la suivante, dans notre propre corps. C'est pas pour te foutre les jetons, hein. Alors oui, c'était un double cancer du sein. Mais je crois aussi que c'était pas que mon histoire à moi toute seule. C'était celle des femmes avant moi, euh, qui avaient aimé sans être vues, qui s'étaient tues, qui s'étaient adaptées, qui avaient porté sans se plaindre. Et je crois que c'est mon corps un jour qui a dit, stop, ça suffit, ça suffit. Tu n'es pas plus forte que les autres. Et toutes les étapes de ce parcours intérieur qui paraît rien sur le moment et c'est une case, ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Euh, Par exemple, la biopsie qui paraît rien, mais tu t'y attends pas. Je me suis battue pour avoir cette biopsie, genre, dans la journée même, parce qu'il fallait attendre encore 15 jours. Et vraiment, c'est là où j'ai lâché le contrôle en disant, je peux plus attendre. J'ai besoin de savoir. J'étais avec ma petite fille. Les traitements, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, la perruque, ou les perruques. Les jours où tu veux te battre et ceux où tu veux juste qu'on te foute la paix. Les traitements qui gèrent, enfin, qui viennent emmener, comment t'expliquer ça avec beaucoup de simplicité et, ouais, qui viennent dérégler tout ton côté émotionnel. Ça veut dire que d'habitude, t'as l'habitude de contrôler tes émotions, mais là, ton cerveau, il lâche complètement parce qu'il peut plus, parce qu'il a trop d'informations d'un coup. Et tes émotions, avec ces traitements, peuvent monter et descendre d'un seul coup. Et à un moment, tu te dis, bon, ok, quand ça sera fini, ça va s'arrêter, ça. Non. Ça, c'est ce qu'on croit. Et c'est ce qu'on nous rend en illusion en se disant, OK. Dans tout ça, il y a une vérité, en tout cas, c'est la mienne, une vérité simple. On ne guérit pas qu'avec les médicaments. Et merci à eux d'être là, hein. On guérit quelquefois avec du sens, mais du sens profond, de qui on est vraiment soi. Ce sens-là, je l'ai cherché euh, dans d'autres sphères, en continuant de faire soigner, dans le côté médical, en signant tous les protocoles, tout ce qu'il fallait essayer. Je disais, OK, je levais la main. J'ai vu des thérapeutes, j'ai lu, j'ai exploré des naturopathes, les plantes, et puis un jour j'ai arrêté de chercher. Puis je me suis assise avec ma douleur, avec mon corps, avec ses cicatrices, avec ce boîtier qui vient quand tu te couches, qui est douloureux, avec ses cheveux qui tombent. Moi j'avais décidé en tout cas avant d'aller choisir la perruque, parce que je suis coiffeuse au départ, vraiment tout au départ du départ. Euh, un côté très artistique et énergétique, mais je voulais avoir la même sensation que la couleur de mes cheveux, donc j'avais les cheveux jusque-là, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur et je lui ai demandé de me les couper là, et je me rappelle encore de cette coiffeuse qui m'avait dit, du coup, vous voulez des mèches? J'ai dit, non, là, je veux rien du tout. Ça avait été très brutal, et après, avec le recul, je me suis dit, putain, mais c'était très brutal ce que je lui ai dit, en fait, parce que c'est ce que je t'ai dit au début, il y a l'envahisseur, on est complètement envahi des millions de choses, en fait qu'on devient, on envahit l'autre aussi quelquefois. Donc quand elle m'a dit, tu veux des mèches, j'ai dit, ah non, je veux juste les couper parce que dans quelques semaines, il n'y en aura plus. Et tu vois, ce médecin, ce grand cardiologue, ce grand monsieur qui avait un bac+16, qui était cancérologue, qui était extraordinaire, hein, qui m'avait dit, parce que c'était ma question, comment ça se passe pour les chevaux? Il m'a dit, bah, ils vont tomber. OK, OK. Et puis il y a la scintigraphie, voir s'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Toi, tous ces espaces-temps et toutes ces épreuves à mettre dans une résilience immense, mais aussi plus dans une guerre. Parce que quand on commence à guérir avec du sens, vraiment, et qu'on arrête de chercher, on s'assoit dedans.
et que tu apprends vraiment à aller scanner à l'intérieur de toi et te connaître comme une horlogerie suisse, tu vois, où tu connais, quand tu respires vraiment là-dedans, tu dis, waouh, ça c'est ça, ok, 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 ça ce boîtier fait ça. Cette chimio, quand je la vois rouge, je me dis, ok. J'ai même fait accompagner mes enfants, ils sont venus en chimio avec moi. Et puis un jour, euh, quand vraiment tu apprends à te glisser dedans, c'est pas la maladie que je devais combattre. C'est tout ce que je refusais de ressentir, vraiment plus profond de moi depuis 37 ans. Et cette transmission, en fait, qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Alors oui, cette maladie, elle laisse des traces. Évidemment, elle laisse des traces. Mais la vraie, moi, la vraie question que je me suis posée à un moment, quelle trace je veux laisser moi sur cette terre, en fait, à mes enfants, aux gens que j'aime? Comment je peux apprendre à quelqu'un qui vit les mêmes choses que moi j'ai pu vivre, à pas faire les mêmes erreurs, en tout cas dans la communication, à l'intérieur de soi? Est-ce que je peux encore continuer à la cacher ou est-ce que je continue de la transformer? Tu sais, ce cancer, parce que très souvent les gens disent mon cancer, moi j'ai décidé d'arrêter de dire le mien parce qu'il n'est pas à moi, parce qu'il n'est plus là, donc il n'est plus à moi, m'a appris deux choses essentielles. Cette vie, elle ne nous appartient pas. Mais la façon dont on va décider de la traverser, oui, elle nous appartient dans l'engagement, comment on veut, comment on arrive à se connaître soi. Aujourd'hui, après de nombreuses années, euh, j'ai appris vraiment que chaque douleur porte un message, en fait, vraiment un message. Pas celle de sauver le monde, pas celle de la meilleure coach, la meilleure mentor, la meilleure je ne sais pas quoi, celle d'honorer la vie, même dans sa fragilité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je peux te dire que c'est pas super confortable pour moi d'être là, mais je parlais avec des gens il y a quelques jours et ils m'ont dit, j'ai vu sur ton Facebook et moi j'ai une amie qui est partie de ça. Et puis, quand tu traverses tout ça, c'est pas pour devenir en victime en disant, oui, moi, tu sais, mais puis ça. Non, non. C'est comment on annonce ça à nos enfants, comment, comment on apprend à parler avec soi, pas en mode barré, hein. Parce que j'ai vu énormément de thérapeutes. Je dis pas, c'est pas du tout parce que j'ai été thérapeute longtemps, mais après, bien, bien, bien après, hein. Le but, c'est avant de servir l'autre, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est la mienne, de, de parler de la mort, de parler du deuil, de parler de la maladie, parce qu'on fait un deuil au fur et à mesure. Alors, quelquefois, on parle que du deuil de quand on a perdu quelqu'un. Mais dans la maladie, il y a des deuils aussi. Et on vit énormément de deuil dans ces maladies-là. Et il y a quelques années précédemment, j'avais eu une fibromyalgie qui est revenue là depuis quelques temps me venir me faire bonjour. En tout cas, juste me faire un coucou. Elle revient, elle repart. Je suis pas là pour vous dire, ouais, je suis la meilleure dans les maladies. Mais c'est de vous dire, OK, quand tu as vécu ça, quand tes cheveux ont commencé à tomber, parce que ça, on n'en parle pas. Et j'ai vraiment à cœur de vous parler de ça aujourd'hui parce que moi, j'ai été voir un perruquier sur Bordeaux. J'étais choisir la perruque avant. J'ai discuté avec lui. Il était extraordinaire, ce monsieur, vraiment. J'ai les cheveux très longs. Un espèce d'artiste extrêmement bienveillant. Et il m'avait dit, si, quand ils vont commencer à tomber, je vous conseille de mettre un petit foulard pour aller vous coucher. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire parce que je retrouvais des cheveux sur mon oreiller et franchement, à l'intérieur, je me disais, pouah, ça y est, j'y suis en fait. Ça y est. Ok. Quand on vous parle de mettre un boîtier pour passer la chimio ou une chambre, on vous parle pas ce que ça, on peut vivre à l'intérieur d'avoir un étranger qu'on n'a pas choisi à l'intérieur. Quand on vous fait les marquages de tatouage, on vous parle pas que cette trace, elle nous reste là toute la vie en fait. Quand on vous coupe un morceau de la poitrine, on vous explique pas que bah, le soutien-gorge, c'est plus confortable parce que vous voyez, il y a tout ça derrière, en fait. C'est pour ça que j'ai à cœur d'être là aujourd'hui. C'est pas pour vous dire, ah, moi j'ai vécu ça, c'était horrible. Non, 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 je suis pas là-dedans. C'est pour vous expliquer tout ce chemin. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Pourquoi j'ai créé cette école en ligne? Pourquoi je suis passée de thérapeute? Pourquoi je me suis fait accompagner par tous ces gens et que j'avais besoin de comprendre?
par le marketing, parce qu'il faut faire du marketing. Et franchement, enfin, c'est pas mon job. Voilà, je suis très honnête avec vous. Aujourd'hui, ouais, je sais mettre une vidéo, il faut pas un bac plus 12 finalement. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pas pour vous raconter ma souffrance. C'est pour quelqu'un, s'il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui traverse ça en silence, se sent un peu moins seul, vraiment. Parce que cette solitude, dans ces expériences, elles sont d'une violence extrême. Et quelquefois, on enfile des masques de personnages en disant, OK, aujourd'hui ça va. Je vous donne des anecdotes très simples. Ce monsieur, quand il m'a dit, oui, bon, bah, c'est pas grave, c'est que des cheveux. C'est un peu violent ce que je vais vous dire, mais j'ai besoin de vous le dire. Je lui ai dit, bah, c'est pas grave, on va vous enlever ou une testicule, je ne sais plus comment on dit, mais. Et puis, il faisait abraser la tête en même temps que moi. Vous verrez, c'est rien. C'est que des cheveux. C'est rien du tout, en fait. Parce qu'on oublie très souvent la santé mentale à ce moment-là, à mon propre goût. Voilà. Et j'ai à cœur que les gens se sentent moins seuls et pas pour nourrir la maladie, pour nourrir la vie. Vraiment. Et comment on parle à nos enfants? Comment on peut les expliquer? Alors, très souvent, on va l'expliquer avec une bienveillance de maman. Et comment vit notre conjoint ça? Que notre corps qui se transforme avec ses 27 kilos, avec cette cicatrice, avec ses cheveux qui tombent, avec... moi, j'ai décidé de faire raser la tête chez ce monsieur, chez ce perruquier. Et mon miroir, c'était mon mari. Et on parle pas de la sexualité après, on parle pas qu'on pourra plus être maman, que ce traitement, bah, derrière tout ça, en fait, on parle pas qu'on doit être en prémonopause à 37 ans, ou à 25 ans, ou à 50 ans, et que c'était pas prévu. On parle pas ce que ça crée au niveau hormonal. Enfin, oui, on parle, enfin, en tout cas, à mon goût, hein. Vraiment, je suis pas là pour juger qui que ce soit, quoi que ce soit. Oui, on parle d'Octobre Rose, on parle de tout ça, et bravo à vous tous. Mais quand tu l'as vécu dans ta chair, vraiment, dans ta famille, dans les pleurs, dans les larmes qui coulent, dans ce foulard qui bouge, et que tu sens la main de ton enfant qui vient remettre, que ça crée chez nos enfants quelquefois des peurs, euh, ou une espèce de focus sur des choses comme ma fille aînée qui est très attachée à ses sourcils aujourd'hui, même à 25 ans, alors qu'elle avait 8 ans quand c'est arrivé, parce que elle a vu sa maman qui perdait ses sourcils, elle a vu sa maman qui n'avait plus de cils, elle a vu sa maman qui perdait ses cheveux, et comment on peut jouer tout ça en fait. Moi, à un moment, j'en ai fait un jeu avec ma deuxième fille, avec cette perruque qu'elle avait envie d'essayer, elle l'a essayé, avec mes larmes qui coulaient, en étant vulnérable face à elle, en lui disant, bah, maman, elle a un chapeau de cheveux aujourd'hui. Et puis, on va continuer à avancer comme ça, avec des voisins qui regardent en disant, avec des regards qui sentent, quand vous sortez de l'hôpital après ce traitement et cette chimio, en ambulatoire, vous partez au bout de 3 semaines, vous arrivez à remarcher, où ça va mieux, et quand vous revenez, bah, c'est votre mari qui aide à sortir de la voiture, ou c'est votre maman qui vous prépare un repas, ou c'est votre fille qui fait chut, maman, elle dort. Tout ça, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait. Sans victimiser ça, vraiment. Je tiens vraiment à le dire parce que je suis vivante, aujourd'hui, je suis là. Et cette personne qui est venue me parler hier, elle me demandait, est-ce que j'ai vécu des choses extrêmement violentes? Oui. Est-ce que j'ai envie d'en parler aujourd'hui? Pas forcément. Mais peut-être que si tu as envie d'en parler d'un sujet que tu as que tu as vécu et que j'ai vécu aussi et que c'est trop difficile pour toi de venir face à une caméra, est-ce que j'entends vraiment? Euh, est-ce que j'ai appris à sortir de mon corps à ce moment-là pour ne plus souffrir? Oui. Est-ce que j'ai fait une EMI? Oui. Donc on m'a demandé de faire une vidéo sur une EMI. Si ça vous intéresse, bah, dites-le moi et je la ferai, même si c'est très contractant pour moi. Mais je pense qu'à un moment, le fait de porter la voix avec humilité, avec respect, avec justesse pour moi dans les mots, euh, pouvoir servir, en faire le monde et surtout sortir les gens de tous ces non-dits qui vont continuer sur nos enfants et qui ne servent à rien au fond, parce qu'on n'est pas parfait, parce que ça n'existe pas.
Et quand on est allongé dans son canapé et qu'on a l'habitude que la maison soit nickel et qu'on voit des moumoutes passer, on se dit, oh, je vais passer l'aspirateur. Et non, c'est plus possible. Donc tout le contrôle s'arrête. Tout le contrôle. Il n'y a plus de contrôle à ce moment-là. Mais vraiment de s'asseoir dans cette maladie et de lui parler et d'apprendre à faire ça. Parce que ça s'apprend. Et moi, j'ai pas appris. Et j'ai dû apprendre seule, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est comme expérience? Quand tu apprends ça pendant une année seule, dans le silence, que tu t'achètes des poules pour te sentir moins seul, que tu as un chien pour avoir une compagnie, juste sentir un souffle à côté de toi parce que les enfants sont à l'école, parce que la vie continue pour tout le monde et c'est OK avec ça. Ce que j'ai appris, vraiment, c'est que la maladie n'est pas venue me punir. Parce qu'au début, j'étais très en colère. J'ai allaité mes enfants, je mettais ma patine au soleil, il n'y a personne dans ma famille qui a eu ça, mais je sais d'où ça vient aujourd'hui. Peu importe. Quelquefois, elle vient de très grandes trahisons, quelquefois, elle vient de mensonges qu'on se fait à soi-même ou face à nous-mêmes, ou d'une grand-mère qui s'est tue et que sa souffrance passe par nous aussi. Elle vient nous rappeler, vraiment. Moi, en tout cas, elle est venue me rappeler, elle est venue me revenir à l'essentiel, elle est venue m'apprendre à écouter ce corps qui n'est pas contre nous, mais avec nous. C'est notre messager le plus fidèle, notre corps. Je vous promets, vraiment. Et dans ce message, souvent, il y a des mots que nos ancêtres n'ont pas pu prononcer. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transgénérationnel, de trauma. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette sphère-là, vraiment. Euh, alors du coup, comme je te le dis, ne dis plus mon cancer, même si tu es en train de le vivre, même si tu l'as vécu. Moi, je dis, c'était un passage de ma vie que j'ai traversé. Et merci à lui, parce que chaque jour, je le remercie parce que je suis vivante aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, je marche avec ces cicatrices, avec ce poids. Alors, quand je croise des gens qui disent, ah, j'entends, hein, ah, t'as changé. Ouais, moi, j'ai changé beaucoup plus à l'intérieur. Oui, j'ai changé à l'extérieur. Est-ce que c'est important? Ça a fait qui je suis aujourd'hui. Ça a fait que ce que pensent les autres, je m'en fous, vraiment. Mais je m'en fous en vrai. Je m'en fous pas juste pour dire je m'en fous. Quelquefois, oui, je peux être blessée comme vous tous. Peut-être que la maladie, elle n'est pas là pour nous détruire, mais nous apprendre à vivre pour de vrai. Enfin, pour de vrai. C'est pour ça que j'ai créé cette école, pour vraiment désapprendre tout ce qu'on nous a appris, tous ces mécanismes de se sentir jugé, de se sentir inutile, de se sentir pas assez, d'essayer de changer pour être aimé des autres. Parce que ça, je l'entends aussi. Voilà, je crois que c'était ce message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Je sais pas s'il a résonné en toi, je sais pas ce qu'il t'a fait. Je, j'ai pas envie de, en tout cas, je ressens pas le besoin là de dire, ouais, si t'as envie d'appuyer. Non, non. Si tu sens que ce message, il peut servir à quelqu'un qui est en train de traverser ça. Parce que nous, à ce moment-là, on a un diagnostic, mais nos enfants n'en ont pas. Nos maris n'en ont pas. Nos papas n'en ont pas. Nos mamans, nos frères, nos sœurs n'ont pas de diagnostic. Mais ils savent plus comment faire. Et le regard et la vibration que quelquefois on reçoit d'eux, on se sent tellement naze en fait. On se dit, pouah. Ou alors on se dit, pourquoi moi? Moi, je me la suis posée. Ou alors j'ai une de mes sœurs qui m'avait dit, j'aurais préféré que ça soit moi. C'est que ça devait être moi. Et c'est OK avec ça. Mais avant de le dire, ça demande un chemin de résilience, d'écoute, de, de conscience, de regard, de silence, de se dévoiler. Et ce que je suis en train de faire face à vous. Euh, voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Faire voyager ce message, c'est faire voyager un peu pour que ça serve à quelqu'un. C'est cette trace que j'ai envie de laisser ici aujourd'hui sur cette terre. Et, et c'est ce que j'avais dit à ce monsieur à l'époque, aux cancérologues, aux infirmières, quand j'ai fini dans le couloir de fin de vie. J'ai encore des choses à faire. Et là, j'ai encore des choses à faire aujourd'hui. Et, et même si j'ai pas pu avoir d'autres enfants après,
C'est pour ça que j'ai accompagné des enfants après, c'est pour ça que j'ai accompagné des familles après, et c'est pour ça aujourd'hui je suis là, entière, imparfaite, mais en tout cas remplie d'amour pour moi et pour vous aussi. Parce que sans l'amour qu'on se donne à ce moment-là, sans l'écoute qu'on se donne à ce moment-là, l'écoute de se dire, je peux pas, je peux plus, je peux plus faire semblant en fait, j'ai mal. Et de passer votre main sur votre tête quand il n'y a plus de cheveux, ou de se comparer à la copine qu'il a eue, ça fait pas avancer. En tout cas, moi, je trouve pas que ça avance. Voilà. Si tu veux, j'en fasse des vidéos sur ce sujet. Tu me le enfin, n'hésite pas vraiment à me dire ce que tu ressens. Je suis pas là pour qu'on me flatte, vraiment. Je suis là pour faire passer un message que, oui, la médecine, mais quelquefois, il y a des choses parallèles, qui sont visibles, qui sont invisibles, qui nous, qui nous donnent cette force. Il y a des soutiens qui sont incommensurables et qui nous permettent d'être qui on est aujourd'hui. Et sans se dire, ah, moi j'ai bâti ce cancer parce que je suis une guerrière de je sais pas quoi. Non, non, enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon message aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci pour ton écoute. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao. À dimanche prochain.